BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim et son tour du monde des études et des livres. Et puis notre chroniqueur aujourd'hui, Frédéric Simotel, qui lui nous fera voyager dans le temps, notre bibliothécaire du jour. Donc il nous ramènera dans les années 70. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques à ma gauche. Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, grand animateur aussi de la rubrique livres. Et puis à ma droite, le plaisir de retrouver Dorothée Duron. Bonjour Dorothée. Bonjour Emmanuel. Dorothée, vous la connaissez, elle avait déjà remplacé Christian. Elle remplace aujourd'hui Jean-Marc Daniel. Elle est directrice générale du cabinet de conseil Blenders et grande lectrice. Alors, messieurs, dames, vous avez choisi aujourd'hui de vous attaquer à un beau morceau, un gros pavé. Ça s'appelle « Que sait-on du travail ?» Donc on sait beaucoup de choses apparemment sur le travail. Ouvrage collectif publié aux presses de Sciences Po. Ce que je vous propose, c'est peut-être un petit tour de piste pour avoir votre sentiment général sur le livre. Allez, Dorothée Duron. Alors, d'abord, c'est très épais comme livre, donc ça, on s'en doutait qu'un sujet pareil, ça allait être long. Moi, j'étais assez dubitative sur l'idée qu'on allait trouver de nouvelles informations. Et en fait, c'est la vraie surprise, c'est que l'exercice qui est fait montre un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de choses écrites sur l'emploi, mais finalement, peu de choses écrites sur le travail. Et ce changement de paradigme qui, en fait, correspond à la fois au ralentissement du chômage en France et à un renversement de la relation entre salariés et employeurs, c'est une première raison. Et ça, je trouve ça très intéressant d'avoir ce mot travail qui est vraiment étudié profondément, à la fois les conditions de travail, mais aussi le rapport au travail. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rapport positif au travail ou un rapport négatif, ou rester sur le tripolium, la torture chez les Romains. Et finalement, voilà, moi, c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce livre, c'est ce côté positif qu'on pouvait trouver dans le travail et l'utilité du travail. C'est un mot très important dans le livre. Christian Chavagneux, votre impression générale sur ce livre. Ça perçoit déjà qu'il y a une soixantaine de chercheurs en France, d'universitaires qui travaillent sur le travail. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et de ce point de vue, c'est assez structurel. Ça fait déjà très longtemps que tous et toutes, parce que c'est assez mélangé hommes-femmes, travaillent sur le sujet. Et je suis assez d'accord avec la première remarque de Dorothée, à savoir que d'habitude, on parle emploi, on parle salaire. Et là, on parle vraiment travail et conditions de travail. Et ça, c'est vraiment un thème intéressant. Alors Dorothée, parmi tous les thèmes, parce qu'il y a énormément d'articles, qu'est-ce qui vous a frappé ? Qu'est-ce que vous voulez retenir ? Si je vous disais les 3 idées principales que vous retenez de ce livre. Alors, moi, l'idée principale, en tout cas, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est le sens du travail, qui est revenu à plusieurs reprises dans plusieurs des papiers qui sont cités. Pourquoi je veux revenir là-dessus ? C'est que le sens du travail, on en entend parler avec les nouvelles générations, et de loin, pour moi, c'était un peu une vague fumisterie on essaie de justifier le fait de rien faire. Ouais. Et en fait, quand on regarde, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant là, en l'espèce, c'est d'analyser pourquoi les gens parlent de perte de sens dans leur travail. D'abord, il y a plusieurs papiers qui reviennent sur les conséquences de cette perte de sens. Un niveau d'arrêt maladie qui est très élevé, d'absentéisme qui est très élevé, mais surtout en 2022, 2,5 millions de personnes qui ont quitté leur emploi, soit en démissionnant, soit avec des transactions. Et ça, évidemment que ça alerte un petit peu. Et dans tout le travail, il y a une vraie analyse sur de quoi on parle quand on parle de sens, perte de sens. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a... finalement, ça touche aussi bien l'école bleue que l'école blanc. Alors, ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais les deux sont touchés. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'on a toujours l'impression que une population est plus exposée que l'autre. Mais là, on voit bien, dans toutes les études qui ont été faites avec des cohortes qui sont très différentes, que finalement, cette perte de sens existe des deux côtés. Alors, elle se manifeste chez les cadres plutôt dans une perte de sens et d'utilité sociale où on passe son temps à faire des process, à remplir, faire du reporting, mais on ne sait pas bien pourquoi. Et de l'autre côté de la chaîne, et ça c'est très, très intéressant, c'est sur les ouvriers de finalement, on leur met des process, on a inventé le lean management, mais finalement le lean management à la française, mais ça je crois que Christian voulait en parler aussi,
c'est mal fait. C'est-à-dire qu'on a renversé, on a donné une dimension presque algorithmique au travail et on voit presque s'échanger le rôle entre la machine et l'homme. Christian, sur justement cette question du management à la française que vous vouliez aborder. Oui, moi j'ai été assez surpris. Moi, il y a une question qui me taraude, macroéconomique depuis longtemps, c'est à chaque fois qu'il y a des enquêtes et des stats sur l'innovation en France, on voit que les entreprises françaises sont toujours derrière. Elles innovent beaucoup moins que les autres. Pourquoi ? Donc on peut chercher des explications macroéconomiques, mais là je trouve dans ce bouquin des explications qui sont liées au mode de travail et à l'organisation de ce qu'on appelle le management à la française. Par exemple, il y a un des articles qui nous dit les cadres dirigeants des entreprises françaises, ils ont suivi le modèle éducatif français qui est vertical, hiérarchique. Il y a un sachant en haut et nous en bas on écoute. Eh bien, les managers qui arrivent dans les entreprises reproduisent dans l'entreprise ce qu'ils ont appris à l'école. Donc c'est la hiérarchie, c'est vertical et ça incite pas beaucoup à donner de l'autonomie, ça incite pas beaucoup à l'innovation. Il y a aussi bien sûr un phénomène macro qui est rappelé là, qui est toutes les exonérations de charges de cotisations sociales qu'on a au niveau des bas salaires, ce qui incite à se spécialiser plutôt dans les bas salaires, plutôt dans le très peu qualifié. On peut innover dans le peu qualifié, mais c'est marginal. Si on veut vraiment beaucoup d'innovation, beaucoup de gains de productivité, il faut aller dans le qualifié. Et là, les conditions institutionnelles françaises ne font pas ça. Et il y a un papier qui nous dit, attention, quand vous voulez innover, il ne s'agit pas d'aller acheter une technologie et de la mettre dans une entreprise. Il faut qu'à l'intérieur, la technologie, l'innovation, il faut que ça se diffuse. Et dans les entreprises françaises, ça ne se diffuse pas. Donc on a aussi là une explication du fait que notre management à la française, ou ce qui ne fonctionne pas dans le management à la française, est l'une des causes du manque d'innovation. Et après, ça explique en partie le déficit extérieur. Alors que souvent, c'est lié au fait que justement, on a tendance à promouvoir les gens qui sont techniquement les mieux à même de résoudre les problèmes et qui deviennent chefs, alors que ce n'est pas forcément eux qui sont les meilleurs managers. Alors, il en faut, mais en même temps, voilà, ce n'est pas forcément les meilleurs managers, tout à fait. Ouais. Alors, ça ne suffit pas. Un chapitre qui vous tenait à cœur, Dorothée, et qui vous agace. Ah bon ? Non, mais qui m'agace, non, mais en plus, là, il était très, très décevant. C'est que c'est sur l'opposition capital-travail. Donc, moi, j'avais vraiment, parce que je pense qu'on a une vraie réflexion actuellement, où on fait une énorme erreur à vouloir penser que la valeur ne vient que du capital. Je dis ça parce que quand on dit on va mettre des actions gratuites, on va faire un meilleur partage de la valeur, en fait, tout ce qu'on propose aux salariés, c'est finalement un accès au capital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la valeur est dans le capital, mais c'est pas vrai. La valeur, elle est dans le travail. Il n'y a pas meilleure façon que dévaloriser le travail que de dire qu'il faut le rémunérer avec du capital. Enfin, pour moi, c'est une forme d'absurdité. Et là, le papier capital-travail, c'est un peu ma déception du livre, parce que c'est très, très spécifique. Ça tente de faire une corrélation entre le niveau de financiarisation d'une entreprise et son exposition aux conflits sociaux. C'est un peu tiré par les cheveux. Je n'ai pas réussi vraiment à voir où était la démonstration. Donc j'ai pas trouvé ça particulièrement éclairant. En revanche, mais la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de lien. C'est la pas conclusion si clair. des chapitres. Si. Je trouve que c'est pas si clair. Moi, je suis arrivée à la fin en me disant, alors il pense quoi objectivement sur le sujet. C'est bien répété dans la conclusion. Ouais. Non, ça n'a pas appris. Justement. Et je pense que les auteurs voulaient montrer ça en disant les entreprises où on court après le cours de bourse, où on va absolument distribuer des dividendes, on va maltraiter les salariés, donc il va y avoir plus de conflits. Ils disent non, finalement, il y a des conflits là où d'habitude il y a des conflits. Et que ce soit financiarisé ou pas, en fait, il n'y a pas de lien entre les deux. Oui, moi je trouve que c'était pas aussi. Moi, je l'ai pas trouvé aussi explicite. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est sur l'entreprise low cost. Je reviens sur ce que disait Christian. C'est justement cette course à vouloir baisser les charges, mais pas au bon niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on les baisse au niveau du SMIC et 1,5 du SMIC en gros. Et résultat, en fait, on tire complètement vers le bas. Et moi, je trouve que ce point-là, dans ma réflexion sur comment organiser la relation capital-travail, le point il est là. C'est quand même comment on fait pour mieux payer les gens à toutes les échelles et pas simplement dans les premières étapes de l'entreprise. C'est dit. Christian, le chapitre, vous, sur les conditions de travail. Ah oui, parce que là, on vient de parler rémunération, c'est vrai, mais l'emploi, est-ce qu'on a du boulot ou pas ? Une fois qu'on a un boulot, comment on est payé ? C'est important. Mais on est passé beaucoup à côté, notamment, c'est un reproche qui a été fait ces derniers temps au syndicat. Attention, les conditions de travail sont importantes. Et là, on a plusieurs chapitres qui sont quand même assez dramatiques pour la France, parce qu'on bénéficie de sondages européens. Donc là, on va vraiment, au niveau de la Commission européenne, c'est vraiment les mêmes questions. On peut suivre
ça sur longtemps. Et de quoi on s'aperçoit que les Français sont les salariés français sont très attachés au travail. Pour eux, c'est important de se réaliser en partie dans le travail. Sauf que ce sont aussi les salariés français qui disent on est les moins bien en termes de conditions de travail. En termes d'autonomie, ceux qui disent qu'ils ont le moins d'autonomie, les risques physiques, il y en a le plus, les problèmes de santé au travail, il y en a plus. Pourquoi tout ça? Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Est-ce que, par exemple, la numérisation, ça nous taylorise. Il faut suivre l'homme est un accessoire de la machine. Il faut suivre ce que disent les algorithmes et ce que disent les machines. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'explications qui nous disent voilà, une intensification du travail, ce que en termes marxistes on appelle trop de travail mort par rapport à trop de travail vivant. Le travail mort, c'est ce dont parlait Dorothée tout à l'heure, le reporting, les réunions, toute la bureaucratie. Et le travail vivant, c'est le travail qu'on fait vraiment, là où on se réalise. Bon voilà, il y a plein d'explications qui nous disent malheureusement le constat il est là. Et puis il est vraiment constant depuis plusieurs années, les salariés français disent qu'ils ont les plus mauvaises conditions de travail au sein de l'Union européenne. Ouais, et je rajouterais, si j'ai le temps, c'est qu'il y a 2 points. Tout à l'heure, on parlait d'innovation et en fait, le reproche qui était fait dans le management à la française, c'est qu'en fait, il ne se nourrit pas assez de ceux qui exécutent. Et quand il y a un papier remarquable sur l'aéronautique et une comparaison de l'utilisation du lean management en Suède et en France, et l'énorme différence, c'est cette capacité à enrichir un process. Le lean management, à l'origine, c'était pas du tout... Enfin, c'était justement pour donner plus de proximité aux doueurs, à ceux qui faisaient. Et là, on se retrouve en France à avoir finalement un lean management qui est complètement délétère, enfin, qui n'a plus aucun sens en France. C'est-à-dire tous les bénéfices, on les trouve plus parce qu'il n'y a pas cet enseignement, cette formation qui remonte. On termine avec un sujet, alors Dorothée ce sera rapide parce que c'est un sujet qui ne vous passionne pas, mais qui passionne Christian, c'est le sujet sur la discrimination des femmes. En 2 mots, pourquoi ça ne vous passionne pas Dorothée? Parce qu'on en parle trop. D'accord. Et ben Christian, il va nous en parler quand même un peu. Parce qu'on n'en parle pas assez. du côté de ce qu'on appelle les premières lignes, les secondes lignes, le nettoyage, le commerce, tout ça, le transport, on s'aperçoit que ce sont des métiers très féminisés, des métiers où on est très mal payé, où il n'y a pas de perspective de carrière. Par contre, les contraintes horaires et ou physiques sont très fortes. Et donc là, on voit que les femmes sont assez maltraitées de ce point de vue-là. Et quand on passe de l'autre côté, du côté des femmes cadres, là, on s'aperçoit, alors, quand même, la bonne nouvelle, pratiquement la seule bonne nouvelle du livre, parce qu'on en ressort un petit peu dépité de ce bouquin, la seule bonne nouvelle du livre, c'est que la part des femmes chez les cadres dirigeants monte. Mais quand on arrive au niveau de la direction générale ou de la présidence, là, c'est beaucoup plus difficile. Et quand elles y arrivent, elles sont moins payées que les hommes. Donc, il y a quand même encore un gros problème de discrimination. Les discriminations au travail, il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a plein d'autres choses. C'est aussi une partie du livre. On va sur la discrimination au travail. Je ne vais pas dire en fait que ça ne m'intéresse pas, mais comme j'en lis beaucoup, je n'avais pas forcément envie d'en reparler. Et là-dessus, vous n'avez pas appris grand-chose. Là, non. Enfin, c'est des données qui sont connues et la seule chose le point qui est intéressant, c'est de voir sur la notion de sens, d'utilité au travail, c'est qu'effectivement toute l'industrie du care qui a été en première ligne, ça fait partie des rares industries où justement il y a du sens parce qu'il y a une proximité avec les gens. Et merci. Ça aussi, c'est très intéressant. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir décrypté ce très gros travail sur le travail. Donc, que sait-on du travail? C'est aux presses de Sciences Po. Allez, on se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel. Il nous renvoie dans les années 70. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Frédéric Simotel. Bonjour Emmanuel. Frédéric, notre éditorialiste tech à BFM Business. Alors, notre voyage dans le temps nous ramène dans les années 70 aujourd'hui, Frédéric. Oui, c'est un peu ça. Puis d'ailleurs, on peut recoller ça un peu à l'actualité. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup de Sam Altman, OpenAI et tout ça. On se retrouve un peu dans le monde des hippies. Les hippies, dans les années 70, c'est un peu qui ont inventé Internet. Ouais, la Silicon Valley du début, voilà, c'était eux. C'était des hippies. Un peu philanthropiques, voilà, un puis peu qui un beau jour ont désintéressés. rencontré des ingénieurs de la NASA, un peu plus propres sur eux, des ingénieurs d'IBM, et puis là, ça y est, l'informatique est née. Et bien là, c'est un peu l'idée, c'est Marcel Liu que l'on connaît bien. Qui est notre camarade éditorialiste à RTL. Exactement, qui fait ce livre. Alors, le livre s'appelle tout simplement Les années 70 sont de retour. Alors il illustrait, ça vous fera rire, le combi Volkswagen, le téléphone Orange, comme vous connaissez, Valéry Giscard d'Estaing, enfin tout un tas de choses. Et puis, en fait, ce qui fait le lien, il dit, finalement, les années 70, on est en train d'y revenir. Tiens, on prend 2 exemples. Luca de Meo qui sort, qu'est-ce qui sort comme voiture Luca de Meo? La R5. Bon, elle est électrique, mais c'est quand même la R5. Volkswagen, qu'est-ce qui ressort? D'ailleurs, il est assez sympa, j'aimerais bien faire un petit voyage dedans. Leur dernière voiture, c'est le combi Volkswagen, là, celui des hippies des années 70. Et comme ça, on a le retour des groupes de rock, la conquête spatiale.
La conquête spatiale, on est en train d'y revenir. La Ouais, conquête spatiale, c'était quand? C'était les années 70. Et donc voilà, il regarde un peu tout ça. Il se dit finalement, là, en 70, il y avait l'inflation, il y avait la lassitude au travail, il y avait les combats féministes. On aimait bien le Formica. On n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Ben, on est en train d'y revenir. Alors, il parle des années 70 comme des années mal aimées. Hein. Les années 60, c'était un peu les années folles. Les années folles. Les années un peu hippies, les 60 insouciantes. Ouais. Les années 80, c'était les belles années. On avait plein d'espoir sur l'avenir. Et puis donc, c'est les années 70, c'est un peu calé tout ça. Il prend l'exemple de la voiture. Il dit, regardez la voiture. Dans les années 70, Paris, par exemple, c'était dédié aux Solex, aux mobylettes, aux vélos. Et puis le discours à l'époque, c'était de dire, bon, les gars, il faut faire de la place aux voitures là dans Paris. Bon, maintenant, on revient un peu en arrière. C'était la peur de la pénurie d'électricité. Hein. Rappelez-vous, en 75, on se demandait si le réseau électrique n'allait pas tomber. Donc voilà, ça, il fait ce parallèle. Sylvain Tesson disait même, la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. C'est pas les gilets jaunes, ça? Mais est-ce que, alors on voit bien le côté, la fibre journalistique, hein, c'est malicieux de rapprocher tout un tas de phénomènes, mais est-ce que finalement, au-delà des rapprochements qu'on collectionne comme ça, est-ce qu'il y a des choses plus profondes quand même qui nous rappellent les années 70? Oui, alors évidemment, on trouvera toujours le contre-exemple dans tout ça, mais c'est quand même assez bien vu. Hein. Alors il joue sur Internet. Internet, finalement, c'était la télé des années 70. Tout d'un coup, on a dit, on va mettre de la pub sur la télé. Oh bah non, qu'est-ce qui va se passer? Internet, c'est un peu la même chose. Quand on a dit, il va y avoir la pub, oh non, ça va tout gâcher. Bon, finalement, on fait avec. La malbouffe, à l'époque, c'était le veau aux hormones. Dire, ah non, pas de veau aux hormones, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, c'est pas de méga ferme où on nourrit les animaux, on sait pas trop comment. L'inflation, c'est Conforama. Conforama, c'était le pays où la vie est moins chère. Mais ça marcherait très bien aujourd'hui. Et il en a tout un tas comme ça. Mitterrand, la bataille pour le temps de vivre. Hein, vous vous lassez du travail, il faut les 35 heures, donc sont nés de là. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit avec le travail hybride? Les gens se sentent moins bien au travail. La musique, elle a été un peu plus violente dans les années 70. Elle devient un peu plus aujourd'hui. Hein, les morceaux de rap, tout ça. Voilà, il y a les combats. Non, mais c'est vrai que les airs du temps sont comparables. Et il y a une forme de cyclicité, effectivement, qui est intéressante. Et puis en plus, bon, c'est super agréable à lire, c'est bien écrit. Oui, et puis bon, pour les gens des années qui sont nés dans les années 60, 70, 80, voilà, il y a plein d'anecdotes. Même pour les jeunes qui voudraient découvrir un peu ce que c'était que les années 70, et ben voilà, on vous recommande donc. On se lève tous pour Danette et on se lève tous pour le livre de Martial. Oui, c'est vrai, ça date de cette époque-là aussi. Donc, Martial, très bien aujourd'hui. Les années 70 sont de retour aux éditions Fayard. Merci Frédéric Simotel. Allez, on retrouve tout de suite notre globetrotter Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Benaouda. Bonjour. Allez, on commence notre tour du monde, Benaouda, par les monarchies du Golfe et leur difficulté à choisir entre Washington et Pékin. Oui, pas commode, et d'ailleurs, ces monarchies du Golfe ne choisissent pas. La semaine a une fois encore été particulièrement chargée pour les Saoudiens, entre les Chinois et les Américains. Eleonora Ardemagni nous livre ici les clés d'analyse, selon elle, dans cet entre-deux. La demi-douzaine de ces monarchies du Golfe, liées entre elles, n'entendent pas choisir. Cette spécialiste de la péninsule arabique à l'Institut italien d'études de politique internationale qui se trouve à Milan, explique que ces États revendiquent en fait un choix multipolaire ou bien un multi-alignement, surtout depuis l'invasion de l'Ukraine. Première raison essentielle à cela, le Golfe est géographiquement, rappelons-le, au centre de projets d'infrastructures économiques rivaux majeurs, les nouvelles routes de la soie chinoise et ce nouveau projet de corridor économique américain mis en avant. On en a parlé ici lors du dernier sommet du G20 en Inde. Ces monarchies peuvent aussi se permettre de ne pas choisir, selon cette chercheuse, car elles ont toujours pour elles leurs hydrocarbures, leurs routes maritimes, leurs détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb, leurs forces de frappe financière toujours plus croissante, leur rôle diplomatique de stabilisation. Elles peuvent donc d'autant plus ne pas opter que cela ne provoquera pas de casse, je cite, puisque ce golfe
arabo-persique est celui des deux mondes. Autre point, l'intérêt de rejoindre le groupe des BRICS en 2024. Le format de ce forum est non d'alliance juridique contraignante réduit pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, la responsabilité et les coûts, je cite, tout en maximisant les bénéfices. Comprendre que c'est susceptible d'accroître les échanges commerciaux et la pénétration économique sans pour autant se lier à une structure formelle, officielle de défiance au bloc occidental que n'est pas justement le cercle des BRICS. Eleonora Ardemagni pense donc que ce multi-alignement va se révéler de plus en plus audacieux entre anciens alliés et nouveaux partenaires. Ouais. Direction la Colombie, Benahouda. Colombie qui est le pays le moins compétitif sur le plan fiscal de tout l'OCDE. Oui, loin des déboires de l'Argentine et encore plus loin de ceux de la Colombie, de l'Argentine. Bon, excuse-moi, je suis... Allez, on reprend. Pardon, excusez-moi. Direction la Colombie, Benahouda, pays qui est le moins compétitif sur le plan fiscal de tous les pays de l'OCDE. Oui, loin des déboires de l'Argentine et encore plus loin de ceux du Venezuela voisin, la Colombie est devenue le dernier membre de l'OCDE. C'était en avril 2020. L'Organisation de coopération et de développement économique, qui se trouve à Paris, est censée aiguiller ce pays sud-américain vers un statut plein d'économie développée. Les analystes à Bogota de l'ICP c'est l'Institut de sciences politiques Hernán Echevarría Olozaga, s'appuie ici sur un rapport d'un groupe de réflexion internationale sur ces questions fiscales, la Tax Foundation. La Colombie occupe la dernière place de l'ensemble des systèmes fiscaux de l'OCDE. C'est donc jugé le moins compétitif, 38e sur 38. Ah ouais. 3 raisons à cela, essentiellement. Le niveau de prélèvement sur la richesse nette, la taxation des transactions financières et puis l'imposition des sociétés qui est la plus élevée. Alors que parallèlement à cela, la taxe sur la valeur ajoutée couvre moins de 40% de la consommation finale. L'assiette de la TVA est donc très étroite, ce qui, je cite, relève des lacunes tant au niveau de la politique fiscale que de son application. Pour autant, tout n'est pas au dernier rang fiscalement s'agissant de la Colombie. C'est exactement l'inverse pour le travailleur qui a un salaire moyen. Le taux de prélèvement obligatoire le concernant est le plus bas de l'OCDE. Et puis, en Colombie, il faut voir qu'il n'y a pas d'impôt sur la succession, ce à quoi s'ajoute celui qui perçoit des dividendes ou réalise une plus-value doit s'acquitter d'un impôt très réduit. Donc, tout ne va pas si mal. L'un dans l'autre, pourtant, la compétitivité fiscale de ce nouveau venu dans l'OCDE est en train de se dégrader, parce que les experts de l'ICP de Bogota ont fait un calcul. Si la Colombie avait été membre de l'OCDE en 2014, donc 6 ans avant la réalité, elle aurait été classée cette année-là au 24e rang et non au 38e. C'est donc pour les autorités à une refondation de l'imposition, de la création économique, de la création de richesses que les autorités doivent s'atteler pour ne pas régresser après cette entrée dans l'OCDE. Et enfin, on ne pouvait pas se séparer, Benahouda, sans que vous souligniez l'importance de la bière artisanale pour l'écosystème économique de l'Ontario. Oui, parce que c'est affaire très sérieuse sur le plan économique pour les Canadiens. Ça a été très relayé dans le pays. Le prix de la meilleure bière du pays vient d'être attribué au début du mois à un jeune couple de Colombie-Britannique, propriétaire d'une petite brasserie artisanale qui pourrait donc ne plus le rester petite longtemps. Et alors là, on est dans l'Ontario, c'est-à-dire de l'autre côté du pays, où la province qui compte pour 38% du PIB canadien. La bière artisanale représente là-bas le segment de croissance manufacturière le plus rapide, tous secteurs confondus. D'après ce document publié par le Centre canadien d'analyse économique de Toronto, le nombre de ces brasseries dans l'Ontario a été multiplié par 4,5 entre 2012 et 2022. C'est un peu leur nouvel Internet à eux. Chacune emploie en moyenne 14 salariés. Leur chiffre d'affaires annuel cumulé à l'échelle de la province, rien que cette province, tend également vers le demi-milliard d'euros. Et cela permet de créer près de 350 millions d'euros d'activités induites dans d'autres secteurs, comme l'emballage, comme la logistique. Sans compter, là aussi c'est très important, l'irrigation financière des zones rurales, du terroir. Mais d'après David Stiff et ses collègues, les vents sont devenus contraires. Parce que la taxation de l'Ontario, par l'Ontario s'est alourdie depuis 2010. Ce qui limite la capacité d'investissement et d'embauche quand même dans ces brasseries artisanales, alors que les coûts d'approvisionnement, eux, comme partout ailleurs dans le monde, augmentent. Ça favorise donc des brasseurs estampillés artisanales, mais qui en fait fonctionnent en réseau, sans rattachement
à un terroir. Et puis les canaux de distribution canadiens privilégient toujours plus les grandes marques, les très grandes marques, les multinationales canadiennes dans ce domaine, ce qui resserre les débouchés pour de l'artisanal et donc diminue le choix possible pour le consommateur. Et c'est là que les auteurs expliquent qu'en fait, c'est de l'autre côté de la frontière qu'il faut aller voir, aller s'inspirer dans le Michigan et l'État de New York, où là, il y a eu une modernisation de la régulation pour la bière artisanale et un meilleur accès au marché, c'est-à-dire à la pénétration dans les supermarchés. Et il y aurait, semble-t-il, là de quoi augmenter la production et la rentabilité de la brasserie artisanale de l'Ontario. Vous voyez comment on peut tirer beaucoup de leçons économiques d'un secteur comme ça qui paraît artisanal, tranquille et qui pourtant connaît en France, on a une beaucoup plus de croissance brasseurs aussi forte. de brasseurs. Ouais, mais qui rencontre aussi un peu cette phase d'essoufflement parce que c'est difficile effectivement de trouver ensuite des relais de croissance. Et ben merci beaucoup Ben Aouda, c'était absolument passionnant comme d'habitude. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Quand vous vous intéressez à l'économie du Moyen-Âge, vous apercevez que le commerce extérieur joue un rôle extrêmement fort. Et dans le commerce extérieur, en gros, il y a deux gros produits, les tissus et les épices. Et là, vous avez un livre qui vous explique ce que c'est que le commerce des épices au Moyen-Âge. Alors, nous, les épices, c'est ce qu'on met dans la cuisine. Il y a ça. Ça servait beaucoup. C'est les plantes aussi qui servent à se soigner. C'est aussi une utilisation industrielle, si je puis dire, entre guillemets, au Moyen-Âge. La teinturerie, la parfumerie. Et là, vous avez un bouquin qui va vous décrire tous les circuits commerciaux, qui va vous expliquer les différents types d'épices, combien les marchands gagnent, et c'est surtout des produits qui sont surtout consommés par les très riches. C'est un produit de luxe. Vous allez tout apprendre, et alors petite originalité, à la fin, il y a un dico où vous avez tous les noms d'épices, vous allez apprendre plein de noms absolument incroyables sur cette histoire des épices au Moyen-Âge. Dorothée Duron, quel est votre dernier choix ? Alors moi je vais complètement à un autre moment de l'histoire, puisque l'histoire d'aujourd'hui est le rapport avec les réseaux sociaux et l'écoute, avec un essai remarquable de Sybille Veil, la patronne de Radio France, qui s'appelle « Au commencement était l'écoute » et qui, après des discussions avec des neuroscientifiques, avec beaucoup de spécialistes, explique ce qui est en train de se passer peut-être dans le cerveau de nos enfants et comment on peut repenser la façon d'écouter. Et d'écouter, c'est apprendre, c'est comme lire. Et c'est vraiment remarquable parce que, d'abord, je suis maman, donc évidemment, moi, ça m'intéresse au premier chef. Mais c'est une nouvelle façon de penser les médias, une nouvelle façon de voir le rapport aux écrans, à la multiplication de l'information, à la hiérarchisation de l'information et la capacité, justement, à véritablement écouter et pas simplement entendre. Et vous voyez que la librairie de l'écho est une émission extrêmement confraternelle, puisque dans la même émission, nous vous avons cité le livre de notre confrère de RTL, Martial You, les années 70. Nous citons maintenant la patronne de Radio France. Évidemment, c'est normal quand ils font des bons livres que nous en parlions. Moi, je vais vous citer le petit opuscule que j'ai trouvé très intéressant, ça m'a passionné. Idées reçues sur l'horlogerie. Aux éditions, donc Idées reçues, le Cavalier Bleu par Patrice Bénard, qui a été délégué général de France Horlogerie. Alors il y a plein de thèmes qui sont abordés, où effectivement on démonte pas mal d'idées reçues, ne serait-ce que cette idée que la patrie de la montre, c'est la Suisse. Eh ben non, pas forcément. Et vous verrez, on apprend plein de choses sur l'horlogerie. Les montres, c'est quand même une de nos passions, enfin une des passions des Français, un des objets qu'on aime le plus collectionner. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.